Bonjour à tous. Cette série de chroniques biologiques a pour objectif de vous guider dans l'exploration du monde fascinant de la biologie. Et en suivant ces chroniques, vous serez surpris d'apprendre les liens inattendus qui peuvent exister entre des éléments qui n'ont apparemment aucun rapport. Et dans cette chronique, nous allons voir qu'il existe un lien entre les sources chaudes du parc de Yellowstone et une photocopieuse à gènes, c'est-à-dire une technique d'amplification de l'ADN qui a révolutionné la biologie moléculaire. Cette chronique démarre dans le parc national américain de Yellowstone, situé dans le nord-ouest des États-Unis. Ce parc s'étend sur près de 9000 km² et il se trouve essentiellement dans l'État du Wyoming. C'est le président américain Ulysses Grant qui a créé ce parc national en 1872, ce qui en fait le plus ancien parc national du monde. Le parc de Yellowstone est inscrit depuis 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parc est caractérisé par la présence en son centre d'une gigantesque caldeira. Une caldeira est une vaste dépression à fond plat, plus ou moins arrondie, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et qui résulte d'une éruption qui a vidé la chambre magmatique sous-jacente. La caldeira se forme par l'effondrement du toit de cette chambre. Le lac de Yellowstone, qui est le plus grand lac de montagne d'Amérique du Nord, se trouve en grande partie à l'intérieur de cette caldeira. Sous la caldeira de Yellowstone, on trouve une chambre volcanique de très grande taille. Quand la chambre atteint de telles dimensions, on parle de supervolcan, c'est-à-dire d'un volcan dont les éruptions explosives dépassent de loin celles des volcans classiques. Sous cette première chambre de Yellowstone, on trouve un autre réservoir encore plus volumineux. La chambre et le réservoir sous-jacent sont remplis essentiellement de roches chaudes et de poches de roches en fusion. C'est un point chaud qui est à l'origine de ce supervolcan de Yellowstone. Un point chaud est une zone de formation de magma plus chaud que la normale, située dans le manteau de la Terre et qui remonte vers la croûte terrestre. Une fois parvenus dans la croûte inférieure, les gaz et le magma en partie refroidis vont former la chambre magmatique. Et lors de l'éruption, le toit de la chambre s'effondre, ce qui permet la vidange d'une partie de cette chambre. Un énorme volume de roches et de cendres est alors émis en surface. La plaque tectonique nord-américaine se déplace d'environ 2 cm par an sur ce point chaud fixe. Et ainsi, plusieurs calderas successives se sont formées au cours des 16 derniers millions d'années. Le point chaud est actuellement sous la caldeira de Yellowstone. La plus récente super-éruption s'est produite il y a environ 630 000 ans et elle a formé la caldeira actuelle de Yellowstone. On ne sait pas quand se produira une nouvelle éruption majeure de ce supervolcan, mais on sait que ses conséquences seraient désastreuses pour notre planète. Découvrons maintenant quelques-uns des paysages grandioses et colorés que l'on peut rencontrer en explorant les beautés du parc de Yellowstone. Le Grand Canyon de Yellowstone est l'un des sites incontournables de ce parc. Ce Grand Canyon s'est formé lors des dernières glaciations avant d'être érodé par la rivière Yellowstone. Le nom Yellowstone, qui signifie pierre jaune, vient de la couleur des roches de ce Grand Canyon. Cette couleur jaune des roches provient de l'altération hydrothermale du fer qu'elles contiennent. On peut admirer aussi dans le parc de Yellowstone de très nombreuses chutes d'eau. Les plus hautes sont celles de Lower Yellowstone Falls qui rejoignent le Grand Canyon de Yellowstone. Ces chutes d'eau mesurent 94 mètres de haut, soit près de 2 fois la hauteur des chutes du Niagara. La renommée de ce parc provient non seulement de ses paysages grandioses, mais aussi de son activité géothermique. En effet, plus de la moitié des geysers et des sources hydrothermales du monde sont présentes à Yellowstone. Le plus célèbre geyser du parc est le Old Faithful Geyser
dont les eaux jaillissent à près de 40 mètres de haut. Ce geyser a eu la particularité d'entrer en activité à intervalles de temps presque réguliers, c'est-à-dire environ toutes les 90 minutes, mais son activité est aujourd'hui plus irrégulière. On trouve aussi à Yellowstone le Steamboat Geyser, qui est le plus grand geyser du monde, pouvant projeter de l'eau à 90 mètres de hauteur. Les couleurs extraordinaires des piscines naturelles d'eau chaude qu'on trouve à Yellowstone, comme par exemple celle des sources chaudes de Morning Glory Pool, constituent aussi un des pôles d'attraction de ce parc. Le décor est maintenant posé et l'histoire que je vais vous raconter dans cette chronique peut commencer. Cette histoire démarre dans les années 1960. Notons qu'à cette époque, on pense que les bactéries ne peuvent pas survivre à des températures dépassant 55 degrés. Et un biologiste américain dénommé Thomas Brock va découvrir dans une source chaude de Yellowstone, près de Geyser, une nouvelle bactérie. Et cette bactérie est capable de vivre dans des eaux pouvant atteindre 80 degrés. Thomas Brock va baptiser cette nouvelle bactérie Thermus aquaticus. En 1969, Thomas Brock publie un article qui décrit les particularités de cette nouvelle bactérie. Cette bactérie, en forme de bâtonnet, est capable de survivre à des températures comprises entre 50 et 80 degrés. Et sa température optimale de fonctionnement est d'environ 70 degrés. Cette bactérie a été retrouvée depuis dans d'autres habitats thermiques du monde comparables à ceux des sources chaudes du parc de Yellowstone. De telles bactéries sont qualifiées de thermophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment la chaleur. Leurs protéines, et notamment leurs enzymes, sont thermostables, c'est-à-dire qu'elles conservent leur structure et leur fonction lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées. D'autres bactéries thermophiles ont été découvertes dans les sources chaudes de Yellowstone, ainsi que de nombreuses archées thermophiles. Le groupe des archées est d'ailleurs très représenté dans les milieux extrêmes de notre planète. Thomas Brock est devenu un modèle pour les nouvelles générations de microbiologistes qui, comme lui, sont partis dénicher la vie dans des endroits apparemment inhospitaliers. Avec Thomas Brock a démarré la quête des organismes qualifiés d'extrémophiles, c'est-à-dire d'organismes qui vivent dans des conditions physico-chimiques particulières qui seraient mortelles pour la plupart des autres organismes. Ces conditions extrêmes de vie peuvent concerner la température, mais aussi d'autres paramètres du milieu comme la pression, le pH ou bien la salinité. Par exemple, Pyrolobus fumari est une archée qui a été découverte en 1997 sur les parois d'une cheminée hydrothermale sous-marine sur la dorsale atlantique. Cette archée se développe à une température optimale de 106 degrés et elle est capable de se multiplier jusqu'à 113 degrés. Cette archée est qualifiée d'hyperthermophile. La découverte à Yellowstone de la bactérie thermophile Thermus aquaticus par Thomas Brock va non seulement permettre d'ouvrir le champ d'étude des organismes extrémophiles, mais elle va aussi révolutionner la biologie moléculaire en permettant la mise au point d'une technique d'amplification de l'ADN. L'ADN est un acide nucléique qui constitue le support de l'information génétique des cellules. L'ADN est une molécule bicaténaire, c'est-à-dire qu'elle est formée par deux brins, lesquels sont constitués chacun par un enchaînement de nucléotides. En 1953, Watson et Crick montrent que ces deux brins de la molécule ADN sont enroulés en spirale l'un par rapport à l'autre, formant une double hélice d'ADN. Watson et Crick seront récompensés en 1962 par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine.
Les deux brins qui composent la molécule d'ADN sont complémentaires et antiparallèles. C'est-à-dire que chacun des deux brins est orienté dans le sens opposé à celui de l'autre brin. L'extrémité 3' de l'un des brins fait face à l'extrémité 5' de l'autre. Ces deux brins sont maintenus associés l'un à l'autre par des liaisons hydrogènes entre bases azotées complémentaires. Ainsi, les cytosines ou C d'un brin vont s'apparier avec les guanines ou G de l'autre brin. Et les adénines ou A d'un brin vont s'apparier avec les thymines ou T de l'autre brin. On trouve donc dans la double hélice d'ADN une succession de paires AT et CG. Les liaisons hydrogènes qui unissent entre elles les bases azotées complémentaires sont de faible énergie, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à rompre. Ces liaisons hydrogènes sont notamment thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rompues si on expose l'ADN à une température élevée. Ainsi, une exposition de l'ADN à une température de 95 degrés va séparer les deux brins d'ADN. Et on dit alors que l'ADN est dénaturé. L'ADN est une molécule qui doit être répliquée par les cellules avant chaque division cellulaire. Le mécanisme de réplication de l'ADN s'effectue par une séparation de l'hélice d'ADN en deux brins qui vont servir chacun de matrice à l'élaboration d'un brin nouveau. La réplication de l'ADN nécessite la présence de nucléotides libres qui vont ensuite s'apparier avec les nucléotides du brin matrice. Au milieu des années 1950, Arthur Kornberg étudie le mécanisme de réplication de l'ADN. Et il va découvrir en 1957 la première ADN polymérase. Sa découverte du mécanisme de réplication sera récompensée par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1959. L'ADN polymérase est l'enzyme qui permet de polymériser les nucléotides, c'est-à-dire de lier les nucléotides entre eux de façon covalente, permettant ainsi, au cours de la réplication de l'ADN, de synthétiser un nouveau brin d'ADN complémentaire du brin matrice. Une autre enzyme, appelée ADN hélicase, va permettre d'ouvrir la double hélice au moment de la réplication. Et la zone où la double hélice d'ADN parental s'ouvre au cours de la réplication va former une structure en Y qu'on appelle fourche de réplication. L'ADN polymérase va avancer le long du brin matrice d'ADN et son activité va permettre la synthèse progressive d'un brin nouveau. Notons que l'ADN polymérase catalyse la polymérisation des nucléotides dans un sens obligatoire, qu'on appelle le sens 5', 3'. Et comme les deux brins de la double hélice d'ADN sont antiparallèles, la synthèse d'ADN ne peut s'effectuer de façon continue que sur un des deux brins de la fourche de réplication, alors qu'elle va se faire de façon discontinue sur l'autre brin. Le brin néoformé synthétisé de façon continue est appelé le brin direct, alors que celui qui est synthétisé de façon discontinue est appelé le brin indirect. Une fourche de réplication a donc un fonctionnement asymétrique. Notons que l'ADN polymérase a besoin d'une courte amorce pour démarrer son activité. Et dans la fourche de réplication, l'amorce est un petit ARN qui sera remplacé ensuite par un court segment d'ADN. Le mécanisme de réplication permet, à partir d'une molécule d'ADN bicaténaire de départ, de synthétiser deux molécules d'ADN bicaténaire identiques entre elles et identiques à la molécule d'ADN parentale. Les molécules filles issues de la réplication sont constituées chacune par un brin parental et un brin néoformé, si bien qu'on dit que la réplication de l'ADN est semi-conservative. Ce processus de réplication est remarquablement fidèle, l'ADN polymérase étant doté d'une capacité
d'autocorrection. Et cette reproduction fidèle de l'ADN avant la division cellulaire va permettre à l'information génétique d'être ensuite transmise à l'identique d'une cellule mère aux cellules filles lors de la division cellulaire. L'histoire racontée dans cette chronique se poursuit par une idée géniale, celle du chimiste américain Kary Mullis. Nous sommes un soir de printemps de 1983 et au cours d'un long trajet en voiture, Kary Mullis réfléchit aux moyens techniques de reproduire en laboratoire de grandes quantités d'ADN à partir d'un fragment d'ADN qu'on souhaite amplifier. Et il a soudain une idée qui repose en fait sur une astuce relativement simple. Imaginons qu'on veuille amplifier un fragment d'ADN. Il s'agit dans un premier temps de séparer les deux brins d'ADN, c'est-à-dire de dénaturer l'ADN. Puis, on doit utiliser une ADN polymérase qui va synthétiser un brin d'ADN à partir de chacun des deux brins de l'ADN parental. On se trouve donc alors avec deux molécules d'ADN bicaténaires. Et Kary Mullis se dit qu'on pourrait soumettre ces deux molécules filles à une nouvelle dénaturation afin de séparer les deux brins qui les constituent et utiliser à nouveau l'ADN polymérase. On pourrait ainsi doubler le nombre de copies d'ADN à chaque cycle et obtenir une grande quantité d'ADN en partant d'une seule molécule d'ADN. Ainsi, sans même connaître la séquence du fragment d'ADN qu'on veut dupliquer, on pourrait amplifier à souhait la quantité initiale d'ADN. Kary Mullis travaille à cette époque sur les acides nucléiques au sein de la compagnie américaine de biotechnologie Cetus Corporation. Et il sent le formidable potentiel de son idée. Mais il n'arrive pas à croire qu'il est le seul à y avoir pensé. Il harcèle ses collègues avec son idée fixe, s'interrogeant sur la faisabilité de son projet et cherchant désespérément un article mentionnant quelqu'un qui aurait déjà tenté d'appliquer cette technique. Mais en fait, personne n'a encore jamais imaginé avant lui de mettre en application un tel projet. Cette technique, imaginée par Kary Mullis, va ainsi être développée en 1985 au sein de Cetus Corporation et elle sera appelée PCR pour Polymerase Chain Reaction. Cette technique de PCR nécessite des amorces, des nucléotides de l'ADN, des phases d'exposition de l'ADN à des températures élevées pour la dénaturation, alternant avec des phases de refroidissement pour permettre l'action de l'ADN polymérase. Dans les premières PCR, on va utiliser l'ADN polymérase de la bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie présente dans notre intestin. Cette bactérie se développe préférentiellement à la température de notre corps, c'est-à-dire à 37 degrés, et ces enzymes, telles que son ADN polymérase, commencent à mal fonctionner quand les températures sont supérieures à 37 degrés. Dans chaque cycle de PCR, il faut donc alterner une phase de dénaturation de l'ADN à 95 degrés, puis une phase d'activité de l'ADN polymérase d'Escherichia coli à 37 degrés. Si bien que la technique de PCR avec cette enzyme d'Escherichia coli se révèle lente, fastidieuse et inefficace. Ce serait en effet tellement mieux si on disposait d'une ADN polymérase capable de résister à une température élevée. Et c'est là que notre histoire rejoint celle de la bactérie Thermus aquaticus, découverte à Yellowstone par Thomas Brack à la fin des années 1960. En 1976, l'ADN polymérase de la bactérie Thermus aquaticus est isolé. Cet ADN polymérase est appelé la Taq polymérase, Taq étant une abréviation de Thermus aquaticus. L'avantage de la Taq polymérase est qu'elle est thermostable, avec une température optimale d'activité de 72 degrés. En 1986, Kary Mullis et d'autres chercheurs de Cetus Corporation vont tenter d'utiliser
la Taq polymérase dans la technique de PCR. Et les résultats sont enthousiasmants. Grâce à cette enzyme, la PCR devient remarquablement efficace parce qu'il n'est plus nécessaire de refroidir à 37 degrés au moment de la phase de synthèse des brins d'ADN. La PCR avec la Taq polymérase est alors brevetée et commercialisée par Cytus Corporation. En 1989, la revue Science désigne la Taq polymérase comme la molécule de l'année. Et en 1993, Kary Mullis reçoit le prix Nobel de chimie pour avoir inventé la PCR. La révolution de la biologie moléculaire est en marche. Car avant l'ère de la PCR, on ne pouvait décoder l'information génétique contenue dans un fragment d'ADN qu'à condition de disposer d'une très grande quantité de molécules d'ADN parfaitement identiques. Mais avec la PCR, la quantité d'échantillons de départ peut être minime car il suffit ensuite de l'amplifier par PCR. Présentons maintenant les 3 étapes de chacun des cycles de la PCR. Le milieu réactionnel de départ contient la Taq polymérase, de l'ADN bicaténaire contenant la région qu'on veut amplifier, les 4 types de nucléotides de l'ADN et un excès important de 2 courts fragments d'ADN monocaténaires qui vont servir chacun d'amorce. Ces 2 amorces sont complémentaires des séquences d'ADN présentes aux extrémités 3' de la région d'ADN que l'on souhaite amplifier. C'est la répétition de cycles composés chacun de 3 étapes qui va permettre d'amplifier cette région d'ADN. Présentons le premier cycle de la PCR. La première étape de ce cycle est l'étape de dénaturation de l'ADN qui se fait à une température d'environ 95 degrés, la Taq polymérase étant capable de résister à une température aussi élevée. Cette enzyme n'est en effet pas dénaturée par ce traitement thermique, c'est-à-dire que cette enzyme ne va pas perdre son activité après avoir été exposée à une température aussi élevée que 95 degrés. Dans cette première étape, le mélange est chauffé à 95 degrés durant 15 à 30 secondes afin de séparer les 2 brins des molécules d'ADN de l'échantillon par dénaturation thermique. La seconde étape de ce cycle est l'étape d'hybridation, au cours de laquelle le mélange est refroidi pendant quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, aux environs de 60 degrés, pour permettre l'hybridation des amorces, c'est-à-dire la fixation des amorces au brin de l'ADN à amplifier. On choisira la température d'hybridation optimale en fonction de la nature des amorces. Par exemple, une température d'hybridation peut être de 55 degrés. La troisième étape du cycle est l'étape d'élongation, au cours de laquelle la température est relevée pendant 4 secondes à 2 minutes aux environs de 72 degrés, qui est la température optimale de fonctionnement de la Taq polymérase, ce qui permet à cette enzyme d'ajouter des nucléotides à l'extrémité 3' des amorces. Et à mesure que la Taq polymérase allonge les amorces, elle produit sur chaque brin matrice de l'ADN un nouveau brin complémentaire du brin matrice. Ainsi, un premier cycle de PCR va permettre d'aboutir à 2 copies de la séquence d'ADN qu'on souhaite amplifier. Un second cycle de PCR, identique au premier, va alors suivre. La température est relevée à 95 degrés pour séparer le brin néoformé d'ADN du brin parental. L'échantillon est ensuite refroidi, par exemple à 55 degrés, pour que les amorces du mélange puissent se lier à nouveau aux extrémités 3' de l'ADN cible. Puis, on repasse à 72 degrés pour que la Taq polymérase puisse allonger les amorces. Et ce second cycle aboutit maintenant à 4 copies de la portion d'ADN que l'on souhaitait amplifier. Chacun des cycles de PCR permet ainsi de doubler la quantité de la séquence d'ADN qu'on souhaitait amplifier.
Et la répétition de ces cycles permettra une amplification exponentielle de la quantité d'ADN. On peut ainsi obtenir en quelques heures seulement, et après un peu plus de 30 cycles de PCR, des milliards de copies d'une région spécifique d'ADN grâce à un appareil qu'on appelle le thermocycleur et qui modifie automatiquement la température du mélange réactionnel pour permettre le déroulement des 3 étapes de chaque cycle de PCR. Et ainsi, à partir d'une source d'ADN très limitée, la PCR va permettre de produire de grandes quantités d'ADN. Cette technique de PCR va permettre de très nombreuses applications dans des domaines extrêmement variés. Elle est bien sûr un outil de choix en recherche fondamentale. En médecine, elle constitue un outil remarquable pour détecter des infections virales ou bactériennes. Elle est par exemple utilisée pour identifier le virus du sida. On peut aussi faire une PCR à partir d'un échantillon d'ARN. L'ARN est d'abord rétrotranscrit grâce à une enzyme, la reverse transcriptase ou transcriptase inverse, qui permet la synthèse d'un ADN complémentaire, utilisé ensuite pour réaliser une PCR. Et cette technique, dite de RT-PCR ou reverse transcriptase PCR, est utilisée par exemple pour diagnostiquer la présence du coronavirus responsable de la Covid-19. La PCR est aussi un excellent outil pour détecter des gènes mutés ou des anomalies chromosomiques responsables de maladies génétiques ou de cancers. La PCR peut être utilisée dans le suivi des thérapies anticancéreuses et ainsi permettre aux médecins de poursuivre ou pas un traitement. La PCR est aussi utilisée en médecine légale, par exemple dans des investigations criminelles, afin d'obtenir des quantités suffisantes d'ADN à partir d'un échantillon de sang ou bien à partir d'un seul follicule de cheveux. En agroalimentaire, la PCR peut être utilisée pour identifier des variétés ou des espèces végétales et animales, pour sélectionner de nouvelles variétés de fruits et de légumes, pour contrôler la qualité des produits agroalimentaires ou pour détecter la présence d'OGM dans un aliment. La PCR est aussi utilisée pour amplifier des fragments d'ADN provenant de fossiles et elle permet d'étudier l'évolution des espèces. En effet, la divergence des espèces à partir d'un ancêtre commun est reflétée par le degré de divergence entre les séquences nucléotidiques des gènes. La mesure de cette divergence nucléotidique peut alors être utilisée pour déterminer le lien de parenté entre différentes espèces. La Taq polymérase naturelle n'est plus aujourd'hui la seule enzyme utilisée dans les réactions de PCR. Certaines sociétés commercialisent des Taq recombinantes ainsi que des ADN polymérases issus d'autres micro-organismes. En 1986, a été identifiée dans des sédiments marins chauffés par géothermie une archée hyperthermophile dont le nom est Pyrococcus furiosus. L'ADN polymérase de cette archée présente une température optimale d'activité de 75 degrés et elle conserve plus de 95% de son activité après 1 heure d'incubation à 95 degrés. Et elle a l'avantage d'assurer une copie de l'ADN plus fidèle que celle que réalise la Taq polymérase. L'ADN polymérase de cette archée, appelée la PFU polymérase, PFU pour Pyrococcus furiosus, est donc utilisée aussi en PCR avec l'avantage d'une plus grande fidélité. Dans les années 1960, Thomas Brack découvrait la bactérie Thermus aquaticus dans les sources chaudes du parc de Yellowstone. Qui aurait pu imaginer alors que, près de 20 ans plus tard, une technologie nouvelle appelée la PCR est basée sur une enzyme thermostable de cette bactérie allait être mise au point, lançant ainsi une véritable révolution de la biologie moléculaire. La vie microbienne du parc de Yellowstone n'a pas encore révélé tous ses secrets. On estime
que moins d'1% des micro-organismes du parc de Yellowstone ont été à ce jour identifiés. Les découvertes de nouveaux organismes extrémophiles à Yellowstone ou dans d'autres environnements extrêmes de notre planète sont passionnantes et elles sont aussi porteuses de promesses quant à leur utilisation possible. Poursuivre l'exploration de ces écosystèmes extrêmes tout en préservant leur biodiversité s'avère être pour l'homme à la fois un défi, un devoir et une formidable chance à saisir. Et pour clôturer cette chronique, laissons la parole à deux grands hommes de science. Dans un ouvrage collectif intitulé Humanité et biodiversité et paru en 2009, Hubert Reeves, un astrophysicien et écologiste canadien, écrit « La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur la Terre. » Et Charles Darwin, naturaliste anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie, écrivait dans son livre La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, publié en 1871, l'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme.